toutes, bonjour à tous. Retrouvez dans un instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, vendredi 21 février 2025, avec Corinne Aguzou, historienne de formation, ancienne étudiante de Michel Perrault. Elle y était invitée à l'occasion de la reparution aux éditions Tristram de son premier roman passé inaperçu lors de sa première parution en 2006, La Révolution par les femmes, avant que les temps ne changent et que l'histoire et le féminisme le rattrapent. Aujourd'hui, cette fiction féministe est reconnue comme un texte sidérant de vigueur politique, d'humour et d'originalité narrative. La discussion avec Corinne Aguzou était animée par Brice Torrecillas. Bonne écoute. Je vous remercie d'abord de votre présence à toutes et à tous. Et donc je disais, je suis heureux de vous présenter Corinne Aguzou et ce livre-là qui tient, on a utilisé le mot lorsque nous avons discuté en préambule à la rencontre publique, qui tient du conte de fées, La Révolution par les femmes aux éditions Tristram. Et s'il tient du conte de fées, c'est pour une raison précise, c'est que sa première version est parue en 2006. Oui, c'est ça. Et alors, je vais peut-être, avant d'en venir à ce livre même, indiquer que vous avez écrit 2 autres livres chez Tristram. Oui. Que peut-être on en aura un autre, mais on en parlera sans doute à la fin. Que vous avez écrit de la poésie également. Oui. Que vous écrivez, je reprends votre terme, des textes bâtards. Aussi. Bref, que l'écriture est la colonne vertébrale de votre vie et qu'à une époque, vous avez été ici, mais à ma place. Oui, exactement. En fait, j'étais... maintenant, on appelle ça médiatrice. Ouais. Et à l'époque, j'avais pas écrit encore ce livre et j'écrivais... d'autres. Je m'approchais du roman, mais à vrai dire, j'avais pas trouvé la forme. Et la dernière chose que j'avais faite s'appelait Romane, avec un E entre parenthèses à la fin, puisque je cherchais toujours des issues pour désengager la langue un peu du monde trop oppressant. Voilà, d'un langage trop codé, trop utilisé, donc sortir de ces règles-là pour arriver à un peu inventer autre chose. Et donc à ce moment-là, voilà, et puis j'ai fait ce que vous faites là maintenant pendant un temps, et finalement quelque chose a dû rentrer qui m'a donné comme une espèce de format pour effectivement arriver à un roman. Et quand j'ai commencé l'écriture de ce roman, j'ai senti que c'était bon, quoi, que c'était ça, que ça allait, que ça poussait, que c'était déjà vivant, et que donc c'était un processus qui s'engageait, et voilà, qui mènerait à quelque chose enfin en tout cas ça partait bien, quoi, ça partait. Et l'histoire est jolie puisque vous avez interviewé ce qui était votre futur éditeur. Oui, c'est ça. En fait, c'est Jean-Hubert Gaillot. Il n'a pas pu venir, et non plus que Sylvie Martini, qui sont tous les deux aux éditions Tristram à Auch. Et lui, en fait, est aussi écrivain. Et la dernière personne que j'avais interviewée, c'est lui. Et je lui avais dit, on avait beaucoup parlé après, j'avais dit que j'étais en train de commencer un roman et que donc j'arrêtais de faire la présentation des autres romans, parce que ça demande vraiment de rentrer dans les romans des autres. Et là, j'avais à rentrer dans celui que je voulais faire. Et donc, quelques temps plus tard, on était restés en contact. Quand j'étais presque à finir le livre, je lui avais envoyé les 2 ou 3 premiers chapitres et il m'avait fortement encouragée. Voilà. Donc, c'est devenu mon éditeur, en fait. Alors, il est temps d'expliciter ces 3 mots, conte de fées. Donc, je disais qu'en 2006 sort votre livre. Là, pour le coup, ce n'est pas un conte de fées puisqu'il a un accueil, il passe un peu trop sous silence. Oui, c'est-à-dire il est reçu comme étrange, en fait. Oui, il est perçu comme assez étrange et finalement, il n'est pas trop compris à cette époque-là.
Et on parlera justement de pourquoi tout ce temps écoulé. Mais quand je dis qu'on parlait de cette expression conte de fées, parce qu'effectivement, quand j'ai reçu le mail des éditeurs disant « Nous aimons toujours autant ton texte et nous sommes décidés à en faire une autre, à le rééditer », c'était un trouble, un bon trouble, un trouble profond, puisque dans le passé, qu'on croit mort, non, ça bouge. Il y a quelque chose qui est resté vivant et qui est là. Et qui, donc, le livre est ressorti, et c'est vrai que c'est quelque chose d'étrange, pour le coup. Et vous l'avez relu pour l'occasion, et même re-relu? Oui, je l'ai relu 2 fois, parce que la première fois, j'étais un peu... finalement, je me suis dit, bon, de quoi il va s'agir, puisque j'avais oublié quand même, enfin, même s'il était imprimé en moi, d'une certaine façon. Et quand je l'ai relu... après, je me suis dit, bon, il faut le relire une 2e fois pour rentrer dedans. Et je me suis dit, c'est un roman de combat. Et plus avant, quand je suis rentrée plus en avant dedans, j'ai plus ressenti tout à fait la même chose. J'ai juste senti que ça me donnait un état d'être combatif, en fait. Oui, c'est ça. Que ça me faisait ça. Pourtant, il s'agit d'une plongée dans... Enfin, on va y venir. Non. Mais je voudrais qu'on revienne sur cette parenthèse entre l'édition et la réédition. J'ai lu quelque part que vous estimiez que ça avait eu quelques effets malgré tout, cet accueil mitigé, va-t-on dire. Oui, c'est sûr. C'est sûr, parce que c'est un livre qui portait... la parole, une parole, je dirais, d'émancipation, de révolte. Donc c'était pour moi quelque chose de... Il était très habité. Donc qu'il ne soit pas reçu et que cette parole-là ne porte pas, je pense que bien sûr ça fait... oui, c'est sûr qu'il y a une sorte d'incompréhension et qu'il y a un silence. On sait que le silence, c'est pas des choses, c'est des choses qu'il faut arriver à briser, quoi, et à continuer à parler. Vous vous souvenez de la manière dont vous l'avez écrit, l'état dans lequel vous étiez quand vous l'avez écrit? Je pense que c'était quelque chose d'assez intime dont j'avais besoin pour sortir justement d'une vision des femmes ou d'être une femme qui ne m'allait pas et qui était trop oppressante, enfin enfermante. Et donc j'avais besoin de sortir d'une version, disons, de rejoindre un féminisme qui n'était pas tout à fait là, tel que dans la promesse que j'en avais eue moi, intérieurement, quoi. Donc c'était effectivement d'aller... voilà, de constater que effectivement à cette époque-là, à ce moment-là, quand j'ai commencé à écrire, on disait beaucoup que on avait la contraception, on avait l'avortement, on avait tout ce qu'il fallait pour arriver à l'égalité salariale, et que finalement on devait être contente. Voilà, c'était ça qui était, disons, ce que je pouvais percevoir. Donc, il y avait quelque chose pour moi qui n'allait pas tout à fait avec ça, et qui était une autre approche qui devait développer un changement plus profond des rapports de domination, et qui devait vraiment arriver à une libération des rapports sociaux, des rapports humains, des rapports et mettre à bas le sexisme, en fait le fait d'être dominé. Qu'est-ce que ça signifie, selon vous, de notre époque, que la réédition soit bien mieux accueillie, ait permis d'accueillir votre livre de bien meilleure façon, de façon beaucoup plus visible? Vous avez une page dans Le Monde, Libération s'est intéressé fortement à vous. Bref, c'est un livre qui compte et qui comptera. Ça signifie, alors je vais sans doute être excessif, ça signifie que la révolution par les femmes est enfin arrivée? Malheureusement non. Hein. Ah oui, je me doute.
Non, ça signifie qu'il y a eu quand même la vague MeToo. Et que donc, on parle beaucoup plus du féminisme. À l'époque, il y a 20 ans, c'était plutôt mal vu et voilà, c'était pas quelque chose dont on pouvait spécialement se revendiquer ou être fier de ça. C'était quelque chose d'un peu presque ridicule d'être féministe. Et donc, je pense qu'effectivement, la vague MeToo a aussi permis d'explorer toute une part de l'oppression qui n'était pas visible ou pas ressentie telle qu'elle, les choses paraissaient normalisées, normales. Tout ce qui se passait, voilà, la séparation des tâches, la division sexuelle du travail, et puis surtout le corps, la question des corps, de la violence sur le corps. On ne parlait pas de ça comme d'une violence structurelle due à la domination masculine. On parlait comme si c'était des faits divers ou des choses malheureuses, mais pas comme si c'était un système de domination mis en place en fait, qui passe par là. Plantons le décor, nous sommes, alors, à quelle époque? On l'ignore, le lieu, on l'ignore aussi précisément, mais il est question d'un blocos qui sert de local à une association de femmes. Oui. Alors en fait, ce blocos, c'est un espace qui a plusieurs dimensions. C'est un espace géographique dans un lieu plutôt périphérique, puisqu'il y a beaucoup de nature. Il y a des arbres, on a accès à un dehors, à des arbres, des roches, des petites falaises. Enfin bon, donc il y a une nature qui est là. Donc il y a un ancrage géographique, mais qui reste toujours vague. Et il y a aussi un bâtiment dans lequel on rentre. Et dans ce bâtiment, il y a des caves qui sont dangereuses, où là s'exerce la violence possible. Et il y a aussi des endroits où on peut faire un discours, une universitaire va faire un discours, donc c'est l'endroit de l'association où des femmes viennent se déposer des plaintes, voilà, donc c'est un endroit en fait, mais c'est aussi un endroit intérieur, parce que cet endroit est rempli finalement on y accède par les subjectivités de chacune de ces femmes. Donc c'est un endroit aussi très intériorisé. Et finalement, ce blocos, c'est l'endroit où se jouent ces rapports d'oppression et de domination. C'est toujours en train de se jouer, en fait, parce que c'est dans la vie, finalement. Vous avez évoqué une expression par laquelle avait été accueillie la première édition, c'est beauté étrange. Et le mot étrange semblait vous désarçonner. Et pourtant, moi, je trouve que ça reste un compliment, la dimension mystérieuse et étrange, parfois hermétique, même si tout est construit après, fait partie de vos écrits, non ? Alors je pense que ce qui était étrange à l'époque l'est beaucoup moins aujourd'hui quand même, parce qu'on est justement plus à même d'être plus, on est plus à même, on côtoie beaucoup de thèmes féministes qui n'étaient pas émergents. Donc je parlerai de la forme, moi. Oui, alors la forme en fait rejoint le fond comme tout le temps. C'est-à-dire que c'est la langue qui est finalement l'enjeu et le lieu du combat, puisque ces femmes sont toujours en train d'écrire des harangues, des diatribes, des laïus, de chercher des moyens de propagande, pour se défendre et pour donc en fait leur arme c'est la langue. Et cette arme, comme on doit lire un extrait, c'était un peu un préambule, oui, cette voilà. question à votre lecture. Voilà, c'est donc une arme, et donc c'est un combat qui passe par la langue, qui est donc une langue très acérée,
très, très vive, très alerte. Très musical aussi. Oui, très rythmé. Voilà, c'est un rythme. Je pense que c'est parce que c'est du combat. C'est pour ça que je vous posais aussi la question de savoir dans quel état vous étiez lorsque vous avez écrit, j'imagine, mais je me trompe peut-être, une femme en train d'écrire avec justement cette énergie-là et Oui, enfin à l'époque, je me souviens que j'écrivais dans la cuisine parce que j'avais pas d'endroit pour à moi, quoi. La chambre à soi. Voilà, parce que c'était... Enfin, sauf que l'été, oui, mais l'hiver, il faisait trop froid. Donc, je me mettais dans la cuisine, à l'époque, comme ça. Mais donc, j'étais sans doute habitée, en tout cas, investie par ça, oui. On vous écoute. Oui. Barbara commençait à s'inquiéter de tout. L'angoisse montait. Il fallait faire quelque chose. Elle entama un monologue d'auto-rassurement notoire dont le succès dépendait du respect de quelques contraintes techniques d'articulation et de la formulation répétitive de syllabes ouvertes, c'est-à-dire de mots qui se terminent par la lettre E. Elle commença ainsi. « Je suis une femme. Et alors ? Je suis une femme depuis longtemps, après beaucoup d'autres femmes, un beau jour. Il se trouve que je suis une femme. Je demande, qu'est-ce que cela veut dire ? Mais de façon positive, pas que des moins. Qu'est-ce qu'on se transmet depuis le temps par cette lignée et Elle accentuait et prolongeait la fin du mot le plus longtemps possible. Je suis assez seule, reprenait-elle. Le féminisme est un oubli collectif récurrent. Je suis obligée de faire des efforts de mémoire gigantesques, de chercher dans des trous de mémoire collectifs. Je découvre ici ou là d'autres femmes qui se sont dit « ce n'est pas possible », perdues dans la nuit des temps. Je me propose de rendre hommage ce soir à ces enterrés encore plus profonds que d'habitude, ne le sont pour la plupart les unes et les autres. Elle était bien lancée. Elle haussait le ton. Je voudrais remettre les pendules à l'heure, empêcher que l'écart ne se creuse, comme il se creuse automatiquement si l'on oublie d'y penser, entre les femmes et les M. Oui, cette nouvelle dénomination, en intervertissant juste 2 voyelles, nous permet d'avancer un peu. On se retrouve en terrain neutre, si je puis dire. On a envie de découvrir ces M et ces femmes ayant ainsi un peu troqué leur vieillerie. Des mutants affriolants, je le dis tout de suite. Bien des parasitages seront tombés, en effet, je l'espère, au cours de cette nouvelle distribution sur la ligne de partage féminin-masculin archicodée et sursaturée actuellement. Un temps d'arrêt est en effet hautement souhaitable. Tout reprendre, j'en ai assez. Je suis une femme pour prendre la parole. Je suis une femme pour m'emparer de la parole et me souvenir alors de ce qui s'est perdu en cours de route depuis le temps. Plutôt que m'en emparer, laisser la parole venir telle une marée incendiaire et bénéfique d'ailleurs. Je suis une femme que n'intéresse pas la question de savoir ce qu'est une femme. Je suis une femme qui s'intéresse en revanche à toutes les femmes, à tous les possibles du féminin de la personne et aux effets de réversibilité de ce sensible sur les M. Je propose d'ailleurs que notre voyelle de combat soit dorénavant le E mêlé. Merci. Est-ce que l'on peut présenter quelques personnages qui animent ce bloc ? Angèle, Barbara, lesquels vous auriez envie de nous présenter tout particulièrement ? En fait, elles sont toutes comme des faces de ce dont on a besoin, enfin de ce dont j'avais besoin. Ah oui. Et donc Angèle est une personne qui a été peintre, et donc elle est assez sensible, elle est malade. Et donc, on la voit dans des situations parfois pas très drôles parce que
elle a subi des chimiothérapies, donc ça la rend malade. Mais comme elle est peintre, elle voit ça en couleur, d'une façon assez spéciale. Et finalement, ça rend la maladie non pas moins terrible, mais au moins, il y a aussi, on a droit à de la beauté, quoi, même malade. Donc elle, c'est ce qu'elle cherche. Et voilà, donc elle est assez sensible, et voilà, donc elle rencontre un personnage qui fait partie des hommes de ce récit, et qui s'appelle Hamzat, et qui est handicapé, et qui lui aussi a une sensibilité très particulière. Et à eux deux, il y a vraiment une rencontre entre des sensibilités assez extrêmes. Voilà. Oui, il y a d'autres hommes avec qui, effectivement, peuvent s'établir des passerelles. Voilà, il y a des hommes, il n'y en a pas beaucoup dans le roman qui sont des alliés. Il y a quelques hommes alliés, donc Hamzat, et aussi quelqu'un qui s'appelle Elio, et qui est un migrant, en fait, enfin un réfugié qui traverse là et vient pour des raisons à lui. Mais voilà, il y a aussi Ousmé. Oui, Ousmé qui est très pauvre. Donc voilà, c'est des personnes qui ne sont pas à des postes de pouvoir, qui sont dans des lieux plutôt méprisés par la dominance. Alors nous en reparlerons de cette dominance, mais continuons peut-être les présentations. Alors Angèle. Oui. Et puis Barbara. Barbara, c'est celle qui organise un petit peu le rendez-vous, ce nouveau rendez-vous féministe. Elle l'organise en prévenant plus ou moins les autres, et puis c'est une stratège. Donc elle met en place des stratégies afin de permettre à quelqu'un qui est un peu pris dans le système, qui s'appelle Sorbi, elle tend des pièges qui visent à la prise de conscience, finalement, de où on est, quoi, et qu'est-ce qui se passe dans le monde réel de la domination et de l'oppression. Voilà. Donc elle organise, et elle réécrit tout le temps parce qu'il y a des formulaires qui sont préétablis pour les femmes qui viennent se plaindre de violence, de harcèlement, d'agression. Donc ces formulaires, ils sont tendancieux. Donc elle les réécrit pour rétablir que ce soit beaucoup plus normal. Elle fait tendancieux dans un autre sens, dans un sens féministe. Donc voilà, c'est une personne très active. Il y a aussi Suzanne, qui a eu des problèmes psychologiques assez intenses, mais en fait, c'est-à-dire qu'elle est aux mains d'un psychiatre qui est un psychiatre qui a pour mission d'éteindre la rébellion, en fait. Voilà. Donc, effectivement, elle est gavée de neuroleptiques. Donc, elle a beaucoup de mal à s'en sortir de ça. Une personne d'un certain âge aussi. Oui. Qui ne doit pas rougir de sa ménopause. Oui, voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'au travers de cette association de femmes, et c'est ça qui était intéressant de voir, c'est que beaucoup de thèmes proprement féminins remontent et ont besoin de paroles qui soient autres que ce qu'on a toujours cru, que ce qu'on croit. Donc elle a, de sa ménopause, elle ne veut pas du tout rougir, au contraire. Elle dit « le féminisme, c'est mon espérance brûlée ». Oui, parce qu'elle, en fait, c'est toujours pareil. Je crois qu'il y a que c'est la promesse du féminisme qui est énorme et qui fait qu'il y a eu quelque chose, un féminisme à une époque qui était, tout au moins pour certaines, qui promettait l'émancipation réelle. Or, non, ça a été tout le contraire. Donc on s'aperçoit que la domination est de plus en plus dure, au contraire. 20 ans ont passé et on peut le mesurer, c'est vrai. La romancière Corinne Aguzou
lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, vendredi 21 février 2025, à l'occasion de la reparution de son premier roman, La Révolution par les femmes, aux éditions Tristram. On pourra présenter d'autres facettes féminines, mais vous avez évoqué Sorby, et alors il y a un jeu, là encore, sur la langue. Tous les hommes, en tout cas du côté qui ne sont pas les alliés, sont appelés par une anagramme de Boris. Soit c'est Boris, soit c'est Sirbo, soit c'est, etc. Oui, en fait, le premier... Pour dire qu'ils se ressemblent tous, c'est ça ? C'est-à-dire, c'est pas forcément qu'ils se ressemblent, parce qu'il y a un président d'université, un gardien, un docteur psychiatre, donc c'est pas des gens qui forcément se ressemblent. Par contre, ils occupent des fonctions et ils sont comme des verrouillages, en fait, dans ce système de domination. Ils sont comme des verrouillages qui permettent... finalement, ils occupent leur poste comme des fonctions. Et donc, ça ne permet pas d'être impliqué dans le monde, dans un monde plus large qui est le monde réel. Et ils sont juste, je fais mon boulot. Ils sont parfois déstabilisés dans votre livre. Le seul qui... Oui. C'est Sorby, en fait. Voilà, tout à fait. Mais lui, en fait, il vient là comme un innocent, quoi, qui n'a pas l'air au courant de ses rapports... De domination, et donc il est un peu insouciant, et voilà, il va faire la douloureuse épreuve de non, c'est pas comme on croit, c'est très douloureux, en fait, ce monde-là, il est violent, il est très violent, et donc il va à son tour être un peu défait. C'est une aventure qui lui permet de comprendre quand même quelque chose, et finalement il est content à la fin. Il a quand même, il a l'air super content même. Je vous vois rire, ce qui me fait penser à des critiques qui ont parlé d'humour burlesque au sujet de la Révolution par les femmes. Ça vous va bien, ça ? Oui, il y a des situations burlesques, c'est vrai, parce que il y a toujours un décalage entre ce qu'on veut dire, ce qu'on croit, et puis la façon dont ça se passe, c'est jamais tout à fait prévu. Par exemple, cette universitaire, il y a aussi une universitaire qui s'appelle Marouchka, et qui est, elle est très revendicative, et elle a beaucoup d'amertume parce qu'elle n'a pas arrêté d'être rétrogradée. Au fur et à mesure de son itinéraire, son sujet d'analyse, c'est justement le blocos. Et elle s'adresse, finalement, elle fait une conférence sur l'écriture féminine, on lui a demandé ça. Et elle dit que ça n'existe pas, que c'est l'écriture féministe. Et elle fait une conférence, et en fait, elle imagine que la salle est remplie, que il y a un enjeu terrible. En fait, il n'y a personne, sauf un appariteur, qui est toujours ce fameux Boris qui traîne dans le blocos. Voilà. Donc, Mais dans ce blocos se retrouvent toutes les institutions qui peuvent être oppressantes. Il y a l'hôpital psychiatrique, il y a l'université, il y a la prison, il y a... Oui, en fait, c'est un lieu réel, c'est le lieu du réel, en fait. C'est pas, il est gorgé de tout ce qu'il y a dans la société. Et il y a, par rapport à toutes ces institutions, il y a ces femmes qui sont pas très bien au début du roman. Elles sont assez découragées et abattues et démunies. Et puis, comme le roman avance, quand même, le roman avance vers une émancipation. C'est ça qui s'est fait, en fait, un peu tout seul, au fur et à mesure de prendre ces subjectivités diverses. Mais comme elles sont prises dans ce mouvement, elles avancent vers une émancipation. Et finalement, à la fin... Il y a un peu de tristesse, mais je ne veux pas dévoiler pourquoi, mais en même temps, elles se retrouvent toutes. Donc, c'était ça aussi l'enjeu.
Vous parlez d'avancée, il y a un jeu sur le temps. Moi, j'ai été bluffé, on en parlait là encore. Ce jeu savant de construction où on va retrouver vers la fin du livre une scène, ou en tout cas le complément d'une scène qui apparaissait au début, qui du coup prend toute sa cohérence. Oui, en fait, c'est sans doute que le roman n'est pas... Les chapitres ne sont pas linéaires. Parce qu'on rentre à chaque fois dans une subjectivité différente, qui est celle d'une de ces femmes, donc. Et donc on avance avec ce qui se passe, mais comme c'est au sein du blocos, qui est un espace poreux, comme la réalité est poreuse, que tout se touche et se côtoie, ce qui arrive à l'une, un autre va le voir beaucoup plus tard. Et donc, on est à la fin du livre et on perçoit, on revoit par l'œil d'un autre personnage une scène qui a eu lieu au début. Mais en même temps, elle est complètement transformée, bien sûr. C'est un peu comme un tableau cubiste avec les diverses facettes. Oui, voilà, c'est des éclats de réalité réel, qui remontent et qui... Oui. On a droit à notre éclat de réel, s'il vous plaît. Oui. Oui. Donc c'est justement cette Suzanne. C'est moi qui l'ai entraînée, annonça-t-elle, tandis qu'elle entendait enfin quelque chose d'audible. Il y a eu quelque part, un jour, quelque chose de mieux que tout ce que tu as jamais vécu. C'est vrai, affirmait sa voix intérieure. Reprends une foule de désirs abandonnés depuis longtemps, soi-disant idiot. Rejoins le blocos. Pense-y. Tu y penses. Tu comprends que tu n'es pas affolée. Tu n'es pas folle. Tu es juste folichonne si tu veux absolument évoquer les problèmes psychologiques qui t'ont valu tant d'années d'enfermement. Ce ne sont pas des vrais problèmes. On te les a mis dans la tête. Il y a des méthodes pour ça. On t'a matraqué le cerveau. Tu n'es pas la petite tsarine de ton père. Oublie ton choc initial, oublie ta fracture sexiste. Hormis une ou deux expressions un peu étranges, la voix ne déraillait pas trop. Suzanne se sentait revigorée. Le docteur également. Il attendait la suite. Suggéra-t-il discrètement. Tout me revient à présent, dit Suzanne qui avait l'air décidée à passer aux aveux. J'ai élaboré mon plan de fuite. Je savais très bien qu'il n'aboutirait pas. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'avais l'impression d'obéir à une instance supérieure. Des éléments de doctrine révolutionnaire dispersés dans des siècles et agrégés dans mon inconscient me revenaient. J'entendais une voix intérieure qui disait « Tu n'es pas en train de fuir. Tu n'es pas coupable. Au contraire, tu rétablis l'équilibre. Tu fais un acte d'utilité publique. Tu es en train de vivre. Il y a un tas de choses à dire sur ce moment, ton moment. Et puis, pense un peu à Simone. Donne-lui la main. Exprime-lui ces marques d'amitié sans lesquelles on se sent moins que rien, soi-même et l'autre à côté, qui n'a rien de tellement mieux à espérer que toi. Le docteur Breuzy ne croyait pas à la voix. Il voulait en savoir plus sur le comportement de Simone. Simone aurait bien pris un petit remontant, avait continué Suzanne. Je l'avais entraînée. Elle tremblait légèrement. Elle espérait que, malgré l'heure tardive, le buffet de la gare serait ouvert. Merci. Personnellement, je m'en réjouis, mais pourquoi avoir choisi un roman pour défendre des idées et ne pas être passé par un essai? Parce que je suis pas... Alors moi j'ai fait des études d'histoire, mais j'étais pas spécialiste du féminisme. Par contre, j'étais spécialiste d'un malaise que je ressentais sur un plan sensible, en fait. C'est-à-dire que... C'est la dimension sensible qui voilà. fait la différence. Oui, oui, tout simplement. Et puis se lancer... voilà, comme vous l'avez dit, il y a dans un roman, ce qui est majoritairement important, c'est la langue.
C'est donc que vous affrontez à cette dimension-là beaucoup plus que dans un essai, où c'est beaucoup plus organisé et rationnel. Là, vous allez pouvoir faire un petit peu du romanesque, donc de l'imprévu, c'est pas premièrement, deuxièmement, troisièmement, justement, c'est la... Il y a une dimension poétique aussi, je pense, dans la langue. Et donc, dans la révolte, il y a un côté jouissif de la révolte aussi. Donc, c'est le côté... Parce que, bon, derrière la domination, il y a quand même autre chose. Et ces femmes le soupçonnent ou le vivent. C'est-à-dire que pour Angèle et Hamzat, par exemple, ils sont très reliés, surtout lui, mais elle aussi. Ils sont très reliés au dehors, au ciel, aux nuages, aux étoiles, aux arbres, aux oiseaux. Enfin, ils ont toute cette conscience. C'est très fort chez lui parce que comme il est handicapé, il n'est pas articulé socialement tout à fait comme un autre. Donc il est beaucoup dans les perceptions et dans les sensations. Donc ça permet ça, d'être dans la perception. Et donc derrière cet univers qui est tellement violent pour éteindre le vivant finalement, il y a tout cet univers vivant. Et c'est un univers forcément poétique, qui est plus imaginaire, plus lié à l'imagination, au désir, à la vie en fait, au rapport humain. Voilà. Donc, elle et lui, ils sont beaucoup là-dedans. Mira, c'est une autre femme dans le roman, elle est, c'est la femme de ménage du docteur, mais en même temps, elle est acrobate. Et elle est jongleuse, enfin, elle a fait beaucoup ça, donc elle est dans cette dimension du corps, de savoir se défendre, elle connaît l'air, l'élasticité de l'air. Voilà. Donc il y a quelque chose à chercher derrière, et on le sent toujours. Donc effectivement, derrière la domination, ces femmes ont accès à d'autres sensations, heureusement, d'autres sentiments. Le sentiment de libération aussi est quelque chose de très réjouissant. Un aspect dont on n'a pas parlé et que n'oublient pas vos propres éditeurs dans la préface, c'est la violence sexuelle et la violence économique qui marchent main dans la main. Oui, c'est-à-dire que c'est lié. À l'époque, c'était beaucoup moins évident que le corps des femmes, enfin les phénomènes d'emprise, les phénomènes d'employeurs qui considèrent que le corps des femmes, d'une certaine façon, leur appartient aussi, étaient beaucoup moins prégnants. Et cette violence, elle est effectivement la violence. Il y a un mot maintenant qui était peu utilisé à l'époque, qui s'appelle le patriarcat. C'est vraiment un système de domination politique, sociale, économique et sexiste. Ça fait le tour. Donc effectivement, on voit ça dans la troisième partie du livre, avec Sorby surtout. On comprend qu'il y a des enjeux économiques qui sont liés à tout ça. Donc effectivement, c'est un tout qui est... mais ce que je voudrais préciser, puisqu'ils ne sont pas là, justement, Jean-Hubert Gaillot et Sylvie Martini, ils n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais que pour eux, ils ont fait ce geste donc de faire réapparaître ce roman aujourd'hui, parce qu'ils pensaient qu'il avait sa place aujourd'hui, justement parce qu'il englobe cette dimension plurielle de la domination. Voilà, je pense que c'est leur... Vous avez indiqué que le mot patriarcat n'était pas utilisé, si tant est qu'il existait. D'ailleurs, il existait. Oui. Mais oui, tout à fait. Est-ce que vous avez été tenté à la relecture de modifier certaines choses, d'ajouter En fait, moi j'ai changé, bien sûr, sans changer comme tout le monde. Donc
de ci, de là. Je me suis dit, bon, maintenant je ferais pas ça comme ça, peut-être. Mais non, en fait, un texte, pour moi, il est respectable tel qu'il est, quoi. Et ça aurait été bizarre de ressortir un texte en le réécrivant un peu ou quoi. Non, je pensais qu'il était tel quel, avec, même s'il a ceci ou cela, qu'on aurait pu dire autrement, non, il était comme ça. Donc, et d'ailleurs, eux l'ont ressenti comme ça. Ils m'ont pas dit, tiens, peut-être si tu veux, ou réfléchir, ou quoi, non. Ils ont pas... c'était tel qu'il a été, il ressort comme ça. Et maintenant, j'ai vu là aussi, et puis vous m'avez dit que vous partiez vers un autre livre. Oui, on peut savoir davantage sur ce projet-là? Oui, j'en sais pas trop, moi-même. Non, parce que c'est un début, donc je sais pas, mais c'est vrai que... C'est l'édition de celui-ci qui vous a redonné le goût, l'énergie? Peut-être que ça, de toute façon, tout est dans ces affaires-là, tout est assez secret, quoi. Il y a des passages souterrains qui alimentent voilà, nos personnes et puis qui font que tout d'un coup ça redevient possible alors que ça l'était plus. Voilà. Mais effectivement, je pense que ça a été réveillé, quelque chose qui s'est réveillé. Votre dernier roman daté de... Ça a fait une paye. Ça fait une paye. Attendez, je vais vous dire la paye quand même. Ça paraît quelque part. 2011. Oui, ça. Bon, ça va, c'est pas... Non. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas, l'écriture? Voilà, non, ça revient. Et puis même, c'est... de toute façon, j'arrête jamais vraiment d'écrire. Et donc, c'est quelque chose qui est toujours en exercice. Mais voilà, c'est... On ne peut pas savoir pourquoi, à un moment donné, on se dit, cette fois, c'est à nouveau un roman, mais c'est bien Voilà, c'est bien ça qui revient, oui. C'est des questions de durée, de format. Bon, et puis l'écriture de ce roman-là, comme toute écriture, c'est un processus, c'est donc vivant, et ça avance. Donc c'est plutôt ça qu'il y a à sentir, en fait. Pour moi, il y a 1000 façons, bien sûr, d'écrire des romans. Ça aurait pu être la première question, le titre. La révolution par les femmes, aussi cash, aussi direct. Ça aurait pu être le blocos Oui, le blocos, c'était aussi assez cash. Oui, c'est vrai. je l'admets volontiers. Mais il est venu tout naturellement? En fait, il est venu, c'est un passage où Suzanne parle et où elle se pose la question parce qu'elle est justement... pas certaine de ses souvenirs, et elle se dit, la révolution par les femmes a-t-elle échoué avant ou après avoir eu lieu? Ce qui était vraiment un petit peu la question d'une forme de féminisme, c'est-à-dire que oui, le féminisme a apporté des améliorations, des progrès, et en fait, la violence est extrême quand même, quoi. Donc voilà, c'était donc la question peut toujours se poser. Et donc Suzanne se posait cette question, et moi j'avais pas de titre en fait. Et c'est Sylvie Martini qui m'a dit, mais je crois qu'il est à l'intérieur du livre. Elle a dit la révolution par les femmes. Hein. J'ai dit oui, c'est vrai. Voilà, donc on a trouvé le titre. Le titre est sorti avec eux. Je me tourne vers vous. Si vous souhaitez intervenir, mon micro est à votre disposition. Pour moi, c'est sur le titre, effectivement, que je m'interrogeais, parce que la révolution par les femmes, c'est étrange. Il n'y a pas une révolution, il y a sans arrêt des luttes féministes. Et donc, le féminisme progresse, et la révolution, il n'y en aura pas qu'une. Il y en a sans arrêt. Et sans arrêt, on gagne, et sans arrêt, on perd. Sans arrêt, on avance, sans arrêt, on recule. Et ce qui compte dans cette lutte contre le patriarcat, c'est quand même d'être toujours prête à lutter et à se battre pour que ça change. Et il y a beaucoup de travail à faire, et je ne suis pas sûre qu'on avance beaucoup, mais on avance sur certaines choses. Oui, je suis d'accord. On avance sur certaines choses. Mais la révolution par les femmes, c'était, disons que ça peut être
une façon de dire que ça peut être fait par les femmes, quoi. C'est-à-dire que voilà, la révolution, ça a été très masculin aussi. Et donc, c'était sans doute par là que ça attire l'attention. Maintenant, bien sûr que c'est pas la révolution, mais c'était la révolution par les femmes. Et ça me plaisait qu'on arrive par un autre biais, qui soit effectivement un biais différent, qui soit un biais, parce qu'il y a une culture différente, il y a une histoire, il y a un vécu historique différent. Donc de ramener tout ce vécu-là et de dire que la révolution par les femmes, ça pouvait être une proposition autre. Voilà, je crois que l'intention était celle-là. Avez-vous eu, au-delà des journalistes, avez-vous eu des échanges avec des lecteurs et lectrices ? J'ai eu quelques échanges avec des libraires. Et ça, c'est toujours intéressant, puisque ce sont des personnes qui sont directement en contact sur le terrain. Et dont un libraire qui m'a dit que lui, il trouvait effectivement que le livre allait presque parfois vers de la science-fiction, au niveau d'un... Alors, je ne sais pas trop pourquoi, mais je pense qu'il faisait référence au fait que les chapitres et le blocos est situé voilà, dans un espace qui est très vaste. Voilà. Mais non, de lecteurs, si. Mon fils, qui était trop petit à l'époque, ne l'avait pas lu. Donc là, il l'a lu. Donc, il a quel âge, votre fils ? Il a 28 ans. 28 ans. Donc, il m'a fait un retour. Et c'était chouette d'entendre son retour, parce que, oui, il ne me connaissait pas comme ça. Et il a été un lecteur de cette génération. Parce que c'est ça, oui, ici, il y a des personnes qui sont venues lors d'une autre présentation à Paris. Et ce qui m'a touchée, voilà, c'est que ces personnes qui s'intéressaient à ce livre étaient jeunes, pour moi. C'est-à-dire, elles avaient 35, voilà. Et donc, pour cette génération, ce livre est attirant. Voilà. Et lui, il l'a reçu comme avec sa jeunesse. Et j'ai senti ça, et c'était bien comme retour. Oui, je voulais juste te dire que moi, le titre me choque pas, je le trouve assez beau. C'est pas un essai, comme vous disiez, hein, c'est un titre littéraire, donc ça interpelle, ça fait coup de poing, c'est bien. Et j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as été contactée par des féministes, des associations féministes ? Est-ce que ça a un peu fait écho à d'autres personnes que des lecteurs ou des gens on va dire, du rayon littéraire ? Non, mais c'est toujours possible. Voilà. Tout peut arriver toujours. Et voilà, donc... non. Alors, à l'époque, si, quand j'avais... À la première parution, après, j'étais allée faire un tour en France. Et dans une ville, dans une librairie, il y avait une femme qui était féministe et qui m'avait quand même dit que, à l'époque, elle avait mal ressenti le fait de montrer une féministe dans le livre malade. Donc, parce que, non, il faut présenter bien, quoi. À l'époque, c'était ça. Donc, voilà. Donc, mais là, maintenant, non. Mais oui, moi, tout m'intéresse de ce point de vue-là. De toute façon, puisque moi, c'était de cette façon, j'ai cherché une issue à ce problème, et c'était une issue littéraire, puisque j'avais toujours besoin d'écrire. Donc j'ai cherché une issue littéraire, mais bien sûr que toutes les discussions et les contacts et les conversations m'intéressent. Écoutez, on va peut-être s'en tenir là, pas tout à fait, puisque bien évidemment vous avez les livres à portée de main. Je vous engage très, très honnêtement, très sincèrement à vous le procurer, parce qu'il en vaut sacrément la peine. Merci Corinne, merci vraiment de vos propos et de ce livre. Merci à vous, et merci à vous. Et merci à vous.
Le roman de Corinne Aguzou, La Révolution par les femmes, est publié chez Tristram, à l'instar de ses deux autres fictions, Les rêves de l'histoire et Printemps. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée vendredi 21 février 2025 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre. Jednou uviděla, věřím, máma ve všem nemusí